Dans l'Himalaya, on l'appelle le Yéti. En Russie, l'Almasty. Dans l'ouest des États-Unis, le Sasquatch. Mais le Bigfoot existe-t-il vraiment? Cette fois, pas question de traquer la bête. Il est temps d'apporter des réponses. Ceux qui croient dur comme fer à l'existence de Bigfoot disent avoir des preuves. Le problème, c'est qu'aucune n'a jamais été vérifiée. Mais la science peut-elle vraiment départager la réalité et la fiction? Un grand professeur de génétique de l'université d'Oxford est bien décidé à le découvrir. Et je vais l'aider. Ce généticien s'appelle Brian Sykes et il est à l'origine d'un projet unique: analyser des poils de Bigfoot du monde entier. On va pouvoir identifier l'espèce correspondante à chaque échantillon. S'il y a quelque chose à trouver, on trouvera. Aux États-Unis, j'ai suivi la piste du Sasquatch avec des Bigfootologues. Dans l'Himalaya, nos analyses ont révélé l'identité probable du Yéti. Cette fois, je suis en Russie, sur le territoire de l'Almasty. En Sibérie, je vais rencontrer un très grand chasseur de Bigfoot. Et des enfants qui pourraient bien avoir filmé la bête pour de vrai. Je vais rendre visite aux descendants d'une prétendue femme sauvage, examiner le crâne de son fils en quête d'un lien avec le Bigfoot et rencontrer l'homme qui l'a exhumé. Cette créature peut parler. La génétique va-t-elle permettre de découvrir la réalité? L'heure de vérité a sonné pour l'Almasty. Elle s'étend sur 10 000 km d'est en ouest et compte 9 fuseaux horaires. La Russie est le plus vaste pays au monde. Avec ses grands espaces dépeuplés, c'est aussi l'environnement idéal pour cacher le Bigfoot. Il y a tout un tas de théories sur le Bigfoot. Pour ceux qui croient en son existence, il s'agit d'une espèce de grand singe inconnu de la science. Pour les sceptiques, il y a confusion avec un autre animal et l'ours est le premier sur la liste. Sans oublier bien sûr l'éventualité que tout cela ne serait qu'un gigantesque canular. En Russie, les gens croient en une théorie qui est sans doute la plus fascinante de toutes, mais aussi la plus saugrenue. Les Almasty russes seraient les derniers survivants d'une ou de plusieurs espèces d'hominidés très anciens, peut-être même de l'homme de Néandertal. Et bien sûr, les spécialistes sont convaincus d'en avoir la preuve. Depuis 300 ans, les témoignages se sont multipliés. L'Almasty serait partout, du Caucase à la Volga, de l'Oural à la Sibérie centrale et orientale, jusqu'au nord arctique. Almasty signifie en russe « homme sauvage ». C'est un hominidé, il est grand, entre 1,50 m et 2 m, massif, entre 90 et 180 kg, velu, de couleur rouge, beige, marron ou noir. Seul problème, les preuves tangibles de son existence sont rarissimes. Mais un scientifique de renom a décidé de percer le mystère une bonne fois pour toutes. Le professeur Brian Sykes est un pionnier de la génétique. Il est à l'origine d'un projet de recherche ambitieux sur le Bigfoot, initié en 2012. Il va analyser des poils d'Almasty prélevés dans toute la Russie. Cela fait seulement quelques années que la technologie est suffisamment développée pour mener à bien ce projet.
Aucun scientifique sérieux n'a exploré ce domaine de recherche depuis 50 ans. Tandis que Brian Sykes commence ses analyses, je me rends à 2500 km de là, en Russie. Je vais rencontrer les principaux donneurs qui ont envoyé des échantillons à Oxford. Et je vais participer à des tests sur des êtres humains pour voir la part d'hommes de Néandertal qui se cachent chez les Russes. Mon voyage va se diviser en 2 étapes. La première dans le sud du Caucase et la seconde dans l'est de la Sibérie pour tenter de découvrir la vérité sur l'Almasty. Mais pour l'heure, j'ai affaire ici à Moscou. Je me rends à la réunion mensuelle du plus ancien groupe de chasseurs de Bigfoot au monde, le Cercle des hominidés reliques de Moscou. Les vieux sages de ce cercle très privé sont en route. Igor Burtsev, Dmitri Bainov et Mikhail Trachtengertz. À eux 3, ils ont plus de 130 ans de recherche à leur actif. La réunion se tient toujours au musée d'histoire naturelle de Moscou, le musée Darwin. Un lieu très à propos quand on connaît l'enthousiasme de ces hommes pour la théorie dite de l'Almasty de Néandertal. Elle a été élaborée par le professeur Boris Porchnev. Cet historien russe a concentré ses recherches sur le Caucase, une région riche en vestiges néandertaliens. Il est mort sans avoir pu prouver sa théorie, mais ses disciples attendent beaucoup du projet de Brian Sykes. J'espère simplement que ces découvertes génétiques vont permettre de confirmer l'existence de ces créatures. Je pense qu'il y a des centaines de ces animaux sur le territoire de l'ex-URSS. Si le professeur Sykes découvre que les Almasty sont bien des hommes de Néandertal, alors cela confirmera la théorie du professeur Porchnev à 100%. Mais cette théorie est-elle plausible? Les derniers Néandertaliens auraient disparu il y a 40 000 ans, remplacés par leurs concurrents supérieurs, les Homo sapiens. Mais d'après les chasseurs d'Almasty, de petits groupes éparpillés ont peut-être survécu quelque part dans l'immensité de la Russie. Je suis curieux de savoir quelles preuves ils ont pour étayer une théorie aussi fantaisiste, et notamment quelles preuves concrètes pour les analyser. Pour le découvrir, je me rends à 1600 km au sud, dans le Caucase, là où Porchnev a concentré ses recherches. Mais ma destination, l'Abkhazie, est loin d'être facile d'accès. La raison pour laquelle le passage de cette frontière est compliqué tient à ce que l'Abkhazie est une région dissidente. Ce n'est pas vraiment un pays. Elle est reconnue par la Russie, mais c'est à peu près tout. Pour les Nations Unies, l'Abkhazie fait géographiquement partie de la Géorgie. Mais elle s'est autoproclamée république autonome en 1991 et a été reconnue par la Russie en 2008. Des années d'affrontements ont suivi. Aujourd'hui, le conflit est dans une impasse et le climat est très tendu. Des milliers de personnes passent la frontière tous les jours, mais peu d'équipes de télévision étrangères osent s'y aventurer. On est tous un peu nerveux, y compris notre chauffeur. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Les recommandations du ministère des Affaires étrangères résonnent soudain dans ma tête. Se rendre en Abkhazie est fortement déconseillé aux citoyens britanniques, au risque de se faire arrêter ou d'être victime de terrorisme. Résultat des courses, un véritable interrogatoire, la fouille de notre véhicule et beaucoup de paperasse.
Enfin, nous sommes autorisés à passer. Ça n'a pris que 6h30. Je viens enquêter sur un chapitre crucial de la légende du Bigfoot russe, une histoire qui a défrayé la chronique, celle de Zana, la femme sauvage du Caucase. Pour les chasseurs d'Almasty, c'est l'énigme avec un grand E. Zana était-elle une néandertalienne? Était-elle un Almasty? Nous allons le savoir. Tout commence dans les forêts reculées d'Abkhazie dans les années 1870. Deux hommes pourchassent une créature sauvage à grands poils, peut-être mi-homme, mi-bête. Ils l'assomment, la ligotent, la traînent jusqu'au village le plus proche et la vendent pour quelques sous à un riche propriétaire. La créature est baptisée Zana. Je pars sur les traces de cette femme sauvage. Mon guide s'appelle Dmitri Pirkulov. Il est chasseur d'Almasty. L'histoire remonterait aux années 1870. Cet ancien ingénieur devenu producteur de films nourrit une véritable obsession pour l'histoire de Zana. Après sa capture, la femme sauvage serait restée prisonnière jusqu'à sa mort dans les années 1890. Les premiers chasseurs d'Almasty, comme Boris Porchnev, n'ont vent de son existence qu'au début des années 1960, quand des habitants de la région se décident enfin à parler. La description de Zana et la région où elle a été capturée semblent confirmer leurs soupçons. Il s'agirait d'un Almasty et d'un homme de Néandertal, ou plutôt d'une femme. En 50 ans, la rumeur gagne le monde entier. Mais le mystère reste entier quant à la véritable identité de Zana. Dmitri me conduit à Tkina. Elle serait restée captive toutes ces années. Le village fantôme est à moitié abandonné. Au centre, le QG du Parti communiste a remplacé un temps la maison de son geôlier. C'est à l'abandon? On peut entrer? Oui, allez-y. Regardez, il y a Karl Marx, Oui. Engels, Frédéric Engels. Lénine et Staline. Regardez ça. Pour beaucoup d'Abkhazes, l'ex-URSS évoque de très mauvais souvenirs. Mais l'époque de Zana était tout aussi trouble. L'Empire ottoman contrôle l'Abkhazie depuis des siècles, quand les Russes s'en emparent à la fin du XIXe siècle. Malheureusement, l'Empire russe n'est pas un modèle de stabilité politique. Après plusieurs tentatives, le tsar Alexandre II est assassiné par des anarchistes en 1881. C'est dans ce contexte tumultueux que Zana est faite prisonnière par des hommes sans scrupules dans une région sans foi ni loi. Son histoire cache un secret peu avouable. Pendant les 20 ans de son calvaire, Zana aurait eu 4 enfants. Je présume qu'elle a été violée, non? Elle ne pouvait pas être consentante. Peut-être. Mais dans cette région du Caucase, les gens étaient de vrais sauvages. Peut-être qu'ils étaient fous. Personne ne le sait. Une chose est sûre, elle a eu des enfants. C'est une certitude. Oui. Une absolue certitude.
L'historien Igor Burtsev fait des recherches sur Zana depuis 40 ans. D'après lui, le riche propriétaire et geôlier Edgi Genaba aurait exploité sa prisonnière à des fins scandaleuses. Il organisait des petites sauteries où les gens buvaient et plaisantaient entre hommes. Il prenait du bon temps. Et parfois, Edgi Genaba offrait cette femme. Voilà pourquoi certains hommes de la région ont eu des rapports sexuels avec elle. Parmi les témoins entendus par Igor Burtsev, certains se souvenaient avoir vu la prisonnière quand ils étaient enfants. Quand je suis allé sur place en 1971, j'ai rencontré un homme qui avait vu Zana. Il s'en souvenait, même s'il n'avait que 8 ans à l'époque. Zana était très grande, très musclée. Tout son corps était recouvert de poils. Elle avait un petit cou, une mâchoire très protubérante. C'était une femme sauvage. Zana présentait-elle vraiment des caractéristiques exceptionnelles? Ou s'agissait-il simplement d'une femme différente, exhibée telle une bête de foire, comme la Vénus hottentote? Brian Sykes espère découvrir sa véritable identité grâce à l'ADN de ses descendants. Les chasseurs d'Almasty les ont recherchés pendant des années, jusqu'à reconstituer l'arbre généalogique de Zana. Igor Burtsev l'a commencé il y a peut-être 40 ans, et j'ai repris le flambeau. Il m'a fallu 5 ans rien que pour vérifier l'identité de tous les descendants. C'est une mine d'informations. Quels sont les personnages essentiels? On est certain qu'elle a eu 4 enfants, 2 filles et 2 fils. L'aîné, c'était Jonda, et le plus jeune, Quit. Dmitri a parcouru toute la Russie pour retrouver la trace de leur lignée. C'était très intéressant. Certains ignoraient tout de leurs liens de parenté. Ils étaient très contents d'apprendre d'où ils venaient. Vous avez mis tellement d'énergie là-dedans, ça vous a pris tellement de temps qu'on se demande forcément pourquoi. Qu'est-ce qui vous fascine à ce point? La première fois que j'en ai entendu parler, j'étais tout petit. Je suis né en Géorgie, à Bilsev, pas très loin d'ici, et tout le monde connaît cette histoire. Grâce à cet arbre, on va pouvoir retrouver ses racines, faire des analyses ADN et prouver scientifiquement qu'il existe un néandertalien moderne. Donc, pour les cryptozoologues et les chasseurs de Bigfoot du monde entier, Zana est la clé du mystère, c'est ça? Non? C'est incroyable. Elle représente le seul moyen de prouver notre théorie. Il y a 3 mois, Dmitri a prélevé des échantillons de salive sur 4 descendants de Zana et les a envoyés à Brian Sykes. L'histoire de la femme sauvage est inscrite dans leur ADN. Dmitri a retrouvé la trace de 2 nouveaux descendants qui ont accepté de se soumettre au test. Le premier s'appelle Rodion. C'est l'arrière-arrière-petit-fils de Zana. Comme beaucoup d'Abkhazes, Rodion porte les cicatrices des conflits récents. Il a perdu un œil dans la guerre contre la Géorgie. Il a aussi perdu un fils. Rodion, Mark Evans. Merci de nous recevoir chez vous.
Pouvez-vous demander à Rodion s'il est fier d'être un descendant de Zana? Je voudrais que le monde entier sache que je suis de la 3e génération des enfants de Zana par son fils Quit. Il n'y a pas de quoi être fier. J'aimerais justement en savoir plus sur Quit, le fils de Zana et grand-oncle de Rodion. Quit était un homme très fort et très grand, Grand. avec un grand nez et de grandes mains. Un jour, il a pris une table de 5-6 mètres à un mariage, il l'a soulevée et attrapée avec les dents, et il a dansé avec. Avec les dents? Oui, Donc la table était là, oui, et il a fait et il a dansé avec. avec la table dans la bouche? Vous allez cracher là-dedans. Brian Sykes a besoin d'un peu de salive et d'un échantillon buccal. Parfait. Pour établir le meilleur profil ADN possible de chaque descendant. Après Rodion, c'est au tour d'Indira, l'arrière-arrière-arrière-petite-fille de Zana. Je ne vous ferai pas de mal, c'est promis. Les analyses vont déterminer le pourcentage d'ADN néandertalien chez les descendants de Zana. Et par conséquent, chez Zana elle-même. Le génome de l'homme de Néandertal n'a été identifié qu'en 2010. Et il réservait une belle surprise au monde scientifique. Nous avons tous en nous un peu de cet ADN. Ce qui signifie que l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon se sont métissés. L'information surprenante que nous avons découverte grâce à cette séquence est que chez les Européens et les Asiatiques, entre 2 et 4% de l'ADN est l'héritage direct de l'homme de Néandertal par croisement. Si Zana était une néandertalienne, alors ses descendants devraient présenter un pourcentage bien supérieur à 4%. Brian Sykes va également analyser un échantillon inespéré, une dent prélevée sur le squelette de Quit. En 1971, Igor Burtsev localise le cimetière abandonné où le fils de Zana serait enterré. Après des jours et des jours de fouilles, il exhume enfin les ossements. J'ai organisé moi-même ces fouilles. C'était un homme très massif et très grand. On a seulement déterré son crâne. Cette dent est cruciale pour le travail du généticien, car elle est porteuse du génome mitochondrial de Zana. Celui-ci ne se transmet que par la mère, et il est la clé de ses origines. Voici Quit, le fils de Zana. Il lui manque une molaire que Brian est en train d'analyser. Franchement, c'est un peu bizarre. Après avoir tellement entendu parler de cet homme et de sa mère, être là, à tenir sa tête entre les mains, surtout quand je le regarde dans les yeux, c'est incroyable de se dire que les analyses ADN de sa dent vont peut-être permettre d'élucider un mystère qui laisse les chasseurs de Bigfoot perplexes depuis 50 ans. Ici commence la deuxième étape de mon voyage. Elle me conduit à 3000 km à l'est, jusqu'en Sibérie. Cette région tristement célèbre pour ses goulags est la moins peuplée de Russie. Ici, la densité de population est de 4 habitants au kilomètre carré. En Grande-Bretagne, c'est 255. Armé de cette information, je comprends mieux pourquoi on soupçonne des créatures inconnues de vivre dans cette région. Peut-être même des hommes de Néandertal.
la Sibérie occidentale serait le repère de l'Almasty. Mais ici, on l'appelle le Yéti ou l'homme des neiges. Je me dirige vers la petite ville de Tashtagol pour retrouver Igor Burtsev. Il attend beaucoup de l'échantillon sibérien qu'il a envoyé à Brian. Ces poils lui ont été donnés par une famille de la région. Les Koungouchev appartiennent à l'un des peuples indigènes de Sibérie, le peuple Shor. Pendant l'hiver 2011, les Koungouchev ont fait une découverte étonnante près de leur cabane dans les bois. On marchait tous ensemble dans la bonne humeur, plein d'énergie. La neige était encore toute fraîche. Mon mari Yuri marchait devant. Je marchais en tête car je cherchais dans la neige des empreintes à montrer à mes filles. D'un lièvre, d'une souris ou d'un renard. On en voit souvent l'hiver. Tout à coup, je l'entends crier « C'est quoi ces empreintes ?» On a d'abord cru que c'était un ours. Mais quand un ours marche dans la neige, comme il a des griffes, il enlève toujours un peu de terre. Donc, pour Yuri, ce n'était pas ça. Elles se sont approchées pour regarder de plus près. Ma fille aînée a pris le téléphone de ma femme et a commencé à filmer en criant des empreintes de Yéti. Regardez la taille de ces enjambées. C'est le double des miennes. On a commencé à suivre la piste. C'était vraiment angoissant, ça faisait froid dans le dos. J'avais la chair de poule, les cheveux qui se dressaient sur la tête. Et les filles me disaient « Maman, on a peur !» J'ai peur. Je veux rentrer. C'est pas un ours. Les traces étaient bizarres. Quand mes parents ont dit qu'ils avaient peur, j'ai commencé à avoir peur aussi. Où étaient les premières empreintes? Elles venaient de là. Elles descendaient à peu près jusqu'ici. Puis elles s'arrêtaient au milieu du chemin, comme si l'animal avait fait du surplace, avant de repartir dans cette direction. Elles continuaient encore pendant 20 mètres. Allons voir par là. Où est-ce que les filles les ont mesurées? Là. C'est à peu près là qu'on a pris les photos. Comme ça, de là à là. C'était la taille des empreintes. Allons-y. Les Koungouchev ont suivi les empreintes géantes jusqu'à la rivière que l'animal aurait enjambée d'un bond. Il a dû s'arrêter là et sauter comme ça, à pieds joints, pour atterrir de l'autre côté. Où avez-vous trouvé les poils? Pas très loin, à seulement 30 ou 40 mètres. Brian Sykes est en train d'analyser 4 de ces poils. On espère que ces analyses nous permettront d'y voir clair sur ce qui s'est passé ce jour-là. Toute notre famille espère que ces poils appartiennent à cette créature, à l'homme des neiges. Igor Burtsev n'a jamais vu d'Almasty de ses propres yeux. Mais il s'est fait une idée assez précise de la bête grâce aux milliers de témoignages qu'il a recueillis. La principale différence entre l'homme et l'animal, c'est le langage. Mais cette créature peut parler, et elle comprend même ce que disent les hommes. Sauf que son rythme de parole est plus rapide que le nôtre. Quelque chose comme ça. Vous pouvez me traduire? C'est pour punir les jeunes, les réprimander. C'est comme ça qu'elle gronde son petit? Oui. Vous n'avez jamais vu cette créature, mais d'autres l'ont vue.
Oui, beaucoup de gens l'ont vu. J'ai environ 10 000 témoignages. Je suis sûr que vous pouvez m'en rapporter des centaines. Mais la question que je me pose, Igor, moi qui découvre avec un regard neuf ce milieu dans lequel vous évoluez, c'est pourquoi personne n'a jamais pris de photos? Parce que la créature a des pouvoirs paranormaux. Des pouvoirs Paranormaux. paranormaux? Paranormaux. Si elle ne veut pas que vous approchiez de trop près, elle peut vous paralyser totalement. Imaginez, vous regardez autour de vous, et là, derrière cet arbre, vous apercevez une créature très poilue. Elle sait tout de suite si vous lui voulez du mal par télépathie. Cette histoire de télépathie me paraît un peu tirée par les cheveux. Mais une chose est sûre, l'Almasty est un animal très discret. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Igor tient absolument à se rendre dans le petit village de Rousko-Ourski, à 160 km au nord, là où l'Almasty aurait fait une apparition très remarquée. Voici Zenia, Kirill et Sacha. En janvier 2013, ils ont filmé une étrange créature à l'aide d'un téléphone portable. Igor Burtsev et moi ne sommes pas les seuls intrigués par cette affaire. Elle intéresse un plus gros poisson. Le député local de la Douma, le Parlement russe. Rien que ça. Pour le petit village de Rousko-Ourski, c'est un peu la reine d'Angleterre. Qui est ce député? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a une très forte personnalité et qu'il est connu pour avoir le bras très long. Le voilà. Ah, bonjour. Nikolai. Marc. Nikolai, enchanté. Nikolai, content de vous voir. Moi aussi. On peut y aller? Ça ne vous dérange pas? On vous suit. Nikolai Valuev, plus connu sous le nom de la Bête de l'Est, est un ancien champion de boxe dans la catégorie poids lourd. Il s'est depuis reconverti dans la publicité, la politique et la chasse à l'Almasty. Il mesure 2,13 m et pèse 150 kg. Pas étonnant que beaucoup de Russes le surnomment l'homme de Néandertal. Nous avons la vidéo ici. Nikolai Valuev s'intéresse à tout ce qui concerne de près ou de loin l'Almasty dans sa circonscription. Il est aussi impatient que nous de savoir de quoi il retourne. C'est parti. Sur la vidéo, les trois garçons suivent des empreintes mystérieuses en périphérie d'un lac gelé. On les entend rire et plaisanter en russe. Soudain, quelque chose d'extraordinaire les arrête. Une créature géante aux poils noirs. Elle semble les apercevoir et prend la fuite. Qu'en pense Nikolai à partir du moment où on voit la créature? Je dois reconnaître que je suis un peu sous le choc. Quand est-ce que vous avez repéré les traces? Zenia est le premier à les avoir vus. Il a dit « Regardez, il y a des traces ». Alors on les a suivis. On a remonté la piste, mais on n'a pas vu l'animal tout de suite. Il était caché derrière les buissons. Ensuite, il est sorti. Il a regardé dans notre direction. Il avait le visage tout blanc et il était totalement chauve.
Tu es parti en courant? T'as eu peur? Oui. Dans la panique, les garçons jurent beaucoup. La Russie est conservatrice et ils ont déjà eu droit aux remontrances de la police. Quand vous êtes rentrés, vous l'avez dit à vos parents? Oui, on a regardé la vidéo 10 fois et après, on leur a montré. Reste à savoir s'il s'agit pour Nikolai Valuev d'une preuve irréfutable de l'existence de l'Almasty ou d'un canular. Si c'était un canular, les garçons n'auraient pas paniqué comme ça. Ils ne se seraient pas mis dans un état pareil. L'un des peuples indigènes de la région, les Shor, vivent près de Tachtagol depuis des centaines d'années. Ils ont déjà rapporté des histoires similaires dans la forêt. Encore aujourd'hui, ça arrive souvent. Vous devriez remercier ces garçons d'avoir eu le courage de filmer cette créature. Ce ne sont que des enfants et il y a de quoi avoir peur, même quand on est adulte. Une dernière question. C'est un homme des neiges? À en juger par sa réaction quand il a vu qu'il était observé, à la façon dont il s'est enfui comme ça, très vite, ça n'est sûrement pas un ours. Sûr et certain, ce n'est pas un ours. Merci les garçons. Et promettez-moi une chose, vous ne jurerez plus comme ça, d'accord? Cultivez-vous et ne jurez pas. Je reviendrai pour contrôler tout ça. C'est bien. Vous êtes des bons garçons. Le député semble convaincu par la vidéo. En tout cas, s'il s'agit d'un montage, c'est du beau travail pour un film réalisé par 3 enfants en plein milieu de la Sibérie. Le seul problème, c'est qu'une fois de plus, cette apparition est impossible à prouver. Il n'y a aucun poil à analyser. Voilà pourquoi le projet de Brian Sykes est passionnant. Il doit apporter des preuves irréfutables. Les analyses sont désormais terminées. C'est l'heure du verdict. Le généticien vient annoncer les résultats en personne à Moscou. Brian Sykes et moi, les 3 vieux sages du cercle et leur jeune disciple Dmitri Pirkulov, sommes en route pour une réunion au sommet au musée Darwin. Vous avez tous, de façon différente, été extrêmement utiles à ce projet. Il n'aurait jamais pu aboutir si des gens comme vous ne m'avaient pas donné ces échantillons. Donc je vous remercie infiniment. Les premiers résultats concernent les 4 échantillons fournis par Michael Trachtengertz et sélectionnés parmi les archives du cercle. Certains avaient plus de 40 ans. Conclusion, les 2 premiers appartenaient à des chevaux, le 3e à une vache. Et le 4e n'était même pas des poils, mais de la fibre de verre. Vient ensuite l'échantillon des Kungushev à Tachtagol. En réalité, il s'agissait des poils d'un ours brun. Brian Sykes est formel, mais Igor Burtsev refuse l'évidence. Je n'y crois pas. Non? Non. Pourquoi? Je ne suis pas sûr que c'était l'échantillon des Kungushev. J'en avais beaucoup et j'ai très bien pu les mélanger. Il est à cran et il n'est pas le seul. Car nous approchons du sujet le plus délicat de ce dossier russe. Zana. Brian Sykes a analysé la dent de Quit ainsi que les 6 échantillons de salive de ses descendants. La théorie de l'Almasty de Néandertal va-t-elle à son tour disparaître en fumée? Les résultats des analyses effectuées sur les descendants de Zana indiquent qu'ils ont tous les 6 le même pourcentage d'ADN néandertalien que tout le monde, soit environ 2,8%. Donc, on peut affirmer avec une absolue certitude que Zana
n'était pas une néandertalienne. Le verdict est sans appel. Les visages restent impassibles, impénétrables. Mais Brian Sykes nous réserve à tous une dernière surprise. Après avoir reçu les résultats des analyses sur les descendants, j'ai regardé de plus près l'ADN de la dent de Quit. Naturellement, rien de néandertalien là-dedans, comme je m'y attendais. Mais à ma grande surprise, quand j'ai examiné les détails de l'ADN mitochondrial, j'ai découvert qu'il était d'Afrique subsaharienne. Oui, subsaharienne. Tout s'explique. Ce résultat tout à fait inattendu laisse Igor Burtsev visiblement perplexe. L'ADN de la dent de Quit indique sans aucun doute possible que l'ancêtre maternel de Zana était originaire d'Afrique subsaharienne. En d'autres termes, Zana était noire africaine. Cet ultime rebondissement a apporté à Brian Sykes un éclairage nouveau sur les résultats des analyses. Je me suis dit que je pouvais peut-être trouver de l'ADN africain chez ses descendants. Tous, sans exception, ont de l'ADN subsaharien dans les gènes, en proportion normale par rapport à un ancêtre qui serait entièrement africain. Donc Zana était à 100% noire africaine. Comment expliquer la présence d'une africaine subsaharienne au fin fond de la Russie? L'hypothèse la plus probable est que Zana ou ses parents ont été amenés d'Afrique comme esclaves quand l'Abkhazie faisait encore partie de l'Empire ottoman. Les Russes ont aboli l'esclavage lorsqu'ils ont pris le contrôle de la région. Mais l'écrivain Maxime Gorky a rapporté avoir vu des Africains en Abkhazie dans les années 1920. Zana serait-elle restée après le départ des siens? Aurait-elle été kidnappée? Ou était-elle vraiment une femme sauvage? Brian Sykes et moi pensons que l'hypothèse de l'esclavage est la plus plausible. Mais en examinant de plus près le crâne de Quit, le généticien a remarqué des traits inhabituels. Des orbites larges, un front anormalement grand, ainsi qu'un os supplémentaire à l'arrière de la boîte crânienne. Ces traits sont plus proches d'une espèce d'hominidé ancienne que de l'homme moderne, ce qui entraîne Brian Sykes sur une nouvelle piste. Les origines de Zana ne seraient peut-être pas récentes, mais issues d'un mouvement migratoire qui remonterait à plusieurs milliers d'années. Elle viendrait d'une espèce d'hominidé relique qui aurait quitté l'Afrique et se serait réfugiée dans les montagnes du Caucase. Je ne sais pas quelle explication est la bonne, peut-être aucune de celles-ci d'ailleurs, mais toutes paraissent incongrues, sauf que la vérité se cache forcément quelque part. Il doit y avoir une explication à cet ADN 100% africain chez Zana. C'est une hypothèse audacieuse, mais elle semble plaire à Igor Burtsev. Il se souvient de l'enthousiasme d'un anthropologue de Moscou lorsqu'il lui a montré le crâne de Quit il y a plusieurs années. Quand il a vu le crâne, il était sidéré. Il a parlé de l'association de traits primitifs et d'autres beaucoup plus avancés. Ce mélange d'hommes primitifs et d'hommes modernes est très intrigant. Mais il ne suffit pas à prouver qu'un mouvement migratoire inconnu des historiens aurait eu lieu il y a des milliers d'années. Cependant, si cette hypothèse est la bonne, alors les chasseurs d'Almasty depuis Porchnef auraient vu juste. Une mystérieuse espèce d'hominidé se cacherait dans les montagnes de Russie.
Zana était peut-être anormalement grande, velue et musclée. Ou bien la rumeur en a fait un monstre pour justifier la barbarie des hommes qui l'ont torturée. Je repense beaucoup à Zana et à ce qu'elle a dû traverser en tant qu'être humain. Toute cette histoire me paraît très sombre, même pour l'Abkhazie du 19e siècle. C'est une réponse, même si elle met mal à l'aise. C'est là tout l'intérêt de ce projet, se servir de la science pour découvrir la vérité. Et découvrir qui était réellement Zana est une réussite considérable. Je repense aussi à cette formidable aventure. Au camp de base de l'Everest, à l'ours Brutus, à l'empreinte de Shipton et à l'ADN d'un ours hybride qui expliquerait la légende du Yéti. Je repense à mon voyage aux États-Unis où la volonté de croire semble plus forte que la raison. Et à ma toute première rencontre avec Brian Sykes, quand je lui ai demandé pourquoi il risquait sa réputation en plongeant dans les eaux troubles du Bigfoot. Je le fais avant tout par curiosité. Je veux la réponse. Et cela devrait être le fondement de toute recherche scientifique. Cette soif de connaissance a porté ses fruits. Brian a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a réussi à transformer une chasse aux monstres, un univers de mythes et de légendes, en une discipline scientifique. C'est un immense exploit et un bouleversement à long terme.